Bonsoir à toutes et à tous. Juste commencer par vous remercier d'être là. Je sais que certains, certaines viennent de loin, alors merci. Je m'appelle Clément Bulassano, maître de cérémonie et chargé de mission qualité au PFI. Et je vais prendre juste au début de cette conférence quelques instants pour vous expliquer un petit peu ce qui a motivé cette conférence et ce qui viendra par la suite. Mon collègue Bertrand Ferragut, le directeur général des PFI, M. Jean-Marc Corgier, moi-même, avons souhaité créer et faire vivre des espaces de réflexion nous réunissant dans le débat. Des espaces de réflexion sous forme de conférences, aussi de connexion, de rapprochement des professionnels, des associations, des institutions traitant du funéraire, plutôt en lien avec le funéraire. Cette volonté prend corps pour nous, se concrétise ce soir avec ce premier cycle de conférences et se poursuivra aussi sous d'autres formes. Ce moment que nous partageons ce soir fait partie d'un cycle donc, de 3 conférences. Un cycle pour nous questionner, nous rassembler autour des différents sujets comme les rites funéraires ce soir. Plus tard, la crémation et ses enjeux, normalement cet automne. Pas trop, hein, normalement cet automne, hein. On verra. Et puis, pour conclure ce cycle, la place des religions dans les rites funéraires d'aujourd'hui, qui devrait se dérouler début 2020. Ce soir, donc, c'est le rite funéraire qui nous réunit. Nous avons voulu aborder ce thème sous 3 points de vue. Associatif, avec Pierre Reboul, de l'association Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie. Scientifique, avec Martin Julier-Coste, socio-anthropologue et chercheur associé au PFI. Enfin professionnel, avec Bertrand Ferragut, maître de cérémonie et chargé de mission qualité aux pompes funèbres intercommunales de la région grenobloise. Notre rencontre de ce soir va se dérouler en 3 temps. Nos intervenants s'exprimeront, prendront le temps de le faire, je les surveillerai pour pas que trop qu'ils dépassent le temps, on a pris bien au début de cette conférence. Et puis, dans un deuxième temps, viendra un moment d'échange. Vous allez pouvoir bien poser vos questions, soit directement dirigées, soit vos questions, et nous prendrons le temps d'y répondre. Je sais que certains en ont préparé déjà. Voilà. Et ainsi continuer le débat, j'allais dire teinté et en l'enrichissant de votre sensibilité. Enfin, le 3e temps, pas le moins important, aux alentours de 20h30, si nous respectons le timing, encore une fois, on le surveillera. Nous nous dirigerons vers le patio du musée où nous aurons l'occasion d'échanger de manière moins formelle, en buvant un verre et en mangeant un morceau. Juste, bon, je ne sais pas si j'allais le dire pour les téléphones portables, mais finalement, si on pouvait se mettre en mode vibreur, Mais vous dire autre chose. On a 3 petits points qu'on a réfléchi tout à l'heure. Vous l'avez vu en arrivant, il y a des tables des associations ainsi qu'une table de presse. Elles seront également disponibles lorsque nous sortirons. Un point important, cette conférence sera filmée, plus pour s'en servir et traiter le sujet après pour travailler dessus, pour peut-être les assos, peut-être des collègues, nous-mêmes. En tout cas, pour réfléchir sur ces thèmes que nous voulons aborder. Si jamais quelqu'un souhaite poser une question et ne veut pas être filmé, il suffira de le dire
lorsque vous prendrez la parole, et bien sûr, vous n'apparaîtrez pas sur le film, évidemment. Et tout le long de la conférence, les caméras sont derrière vous, on ne vous verra que de dos. Une fiche, dernière information, après on commence. Une fiche est à votre disposition sur la table des associations, simplement pour vous laisser vos coordonnées si vous souhaitez être prévenu des différentes manifestations qu'il pourrait y avoir par la suite. Si vous voulez laisser vos adresses mail, ce sera très bien. Eh bien, je vous remercie de votre attention et nous allons commencer avec Pierre Reboul. Merci. Bonsoir, donc je suis bénévole à Jalmalve, jusqu'à la mort accompagner la vie, et c'est à ce titre-là que je suis présent. Le préambule de nos statuts précise que Jalmalve a parmi ses projets de contribuer à faire évoluer les attitudes face à la mort. C'est à ce titre que je suis donc ici ce soir pour rappeler le cadre dans lequel nous pouvons penser les rites, leur fonction et leur sens. À titre indicatif, en juin 2011, notre revue, puisqu'il y a une revue qui maintenant est au numéro 136, notre revue avait sorti un numéro, puisque chaque fois c'est une monographie, et c'était sur les obsèques et le deuil, pouvoir se séparer. Donc c'est tout à fait dans le cœur de ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Un certain nombre d'exemplaires de cette revue sont distribués gratuitement à la table de presse à laquelle vous irez tout à l'heure après à la sortie. Donc, le rite funéraire, quelle fonction? Mettre en geste et en parole une quête de sens, tant collectif qu'individuel, trouver du sens, formaliser un ensemble de conduites et d'actes pour accompagner la séparation, la perte et le deuil, et cela, quelle que soit la pratique religieuse ou pas de la personne. Je voudrais, en préliminaire, vous lire une citation donc, de Louis-Vincent Thomas. « Le rituel ne prend en compte qu'un seul destinataire, l'homme vivant, individu ou communauté. Sa fonction fondamentale est de guérir ou de prévenir, fonction qui revêt d'ailleurs de nombreux visages, déculpabiliser, réconforter, revitaliser. Ce rituel de mort serait en réalité un rituel de vie. » Donc, je développerai mon propos en 5 points et 22 minutes, je crois, si j'ai bien vu les choses, c'est ça? Ok. Donc, de quel rite funéraire parle-t-on? Quelle sorte de rites funéraires se conjuguent? Les rites d'oblation d'une part, les rites de passage. 3e point, quels traits caractérisent la ritualité et à quels besoins répond-elle? Ensuite, quelle évolution contemporaine des rites funéraires? Mais là, évidemment, Bertrand en parlera beaucoup plus longuement. Et proposition de repenser, restaurer un cérémonial de rite. Tout d'abord, donc, de quel rite funéraire parle-t-on? C'est-à-dire, quel point d'ancrage accompagne la séparation? Chacun de nous, dans son histoire, garde le souvenir de rites funéraires à propos de la mort d'un parent, d'un ami, d'un proche et d'un étranger, le cas échéant. Eh bien, on peut mettre en 3 temps les rites en question. D'abord, dans le temps du trépas, proprement dit, avant, pendant la mort, en quelque sorte. Eh bien, ce temps-là est marqué par divers actes ritualisés. Par exemple, le rite catholique du sacrement des malades, la confession, l'absolution, mais aussi l'accompagnement de celui qui va mourir comme de ses proches par des visites, par des prières, par des lectures pieuses, comme s'il s'agissait de partager avec le mourant le moment et le mouvement de son trépas. Ceci tout en demeurant pleinement et complètement du côté des vivants.
c'est la confirmation du mourant dans la place qu'il occupe, c'est-à-dire les consolations diverses lui sont apportées. Notons que la bonne mort, telle que nous la voyons aujourd'hui et telle que nos ancêtres la voyaient, n'a pas du tout le même sens. La bonne mort, la mort consciente, la mort de Roland, la mort de Bayard, ces morts avec des dernières paroles qui étaient prononcées. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous disons « Oh, ce serait bien que je meure pendant mon sommeil, ce serait bien en quelque sorte échapper à la présence de sa mort ». Donc encore une fois, c'est cette vision historique aussi que nous devons remettre en perspective. Le temps de la mort, après le temps du trépas, le temps de la mort. Le temps de la mort amène à d'autres rites, appelle d'autres rites. Les soins apportés au corps, la toilette, qui est un acte extrêmement codifié, ritualisé, surtout chez les juifs et les musulmans. Les soins de thanatopraxie, la veillée du corps, le repas funèbre, l'exposition du corps, la cérémonie des funérailles, l'inhumation ou la crémation, les éloges funèbres, condoléances. Tout ceci marqué par une recherche de gravité, de solennité, de présence du corps, de présence de parole et de respect de la personne du défunt. Troisième temps, quand on parle de ces rites funéraires, eh bien c'est le temps de l'après, le temps du devenir, du souvenir, du témoignage. Le cimetière, le tombeau sous toutes ses formes, tombes, mausolées, tumuli, catacombes, tours funéraires, columbarium, cavernes, jardin du souvenir, et puis la stèle, et puis les fleurs, et puis les plaques, les cérémonies mémorielles, les épitaphes, les obituaires, le port du deuil, l'accompagnement du deuil, le culte du corps et de l'âme des morts, les objets souvenirs, les commémorations. En quelque sorte, aucun autre acte de notre vie n'est autant investi par un tel fourmillement d'actes de tous ordres que nous avons intégrés dans la culture dans laquelle nous sommes. Ça fait partie de l'ensemble de l'avant, du pendant et de l'après. Comment pourrait-on éventuellement serrer ces différents rites ? En général, pour que les rites funéraires conduisent les survivants à un certain apaisement, deux types de rites sont mis en œuvre. Le premier, c'est ce qu'on peut appeler les rites d'oblation, c'est-à-dire toutes les manifestations de sollicitude et de prévenance que l'on offre aux défunts. Alors, c'est en quelque sorte les offrandes, mais je rappelle qu'entre le mot oblation et offrande, oblation insiste sur l'action d'offrir et offrande sur l'objet offert. Donc, il y a les deux aspects ici. Et puis, le mot oblation a un caractère plus religieux également. Je parlais tout à l'heure de la toilette. Par exemple, la toilette qui a pour double but, largement inconscient, de conserver les apparences de la dignité, de purifier le corps pour le préparer à sa renaissance, à se présenter correctement devant son Créateur. L'offrande de funérailles, qui est également une offre, parfois intentionnellement coûteuse, façon d'apaiser, de se concilier le défunt, de se réconcilier avec lui, de racheter les conduites blâmables que l'on a pu avoir à son encontre. En quelque sorte, c'est une façon de dire on est quitte, on ajuste les comptes, on ne reste pas en dette. Et je rappelle que tout cet ensemble de rites, il y a un adage qui dit « les bons rites font les bons morts ». Il y a quelque chose là-dedans à creuser. En quelque sorte, après cette magnification, en quelque sorte, de la personne du défunt, passons au second groupe de rites, qui sont les rites de passage. Il s'agit de bien structurer le passage d'état, le changement d'état du défunt, dans le temps particulier de métamorphose qu'est le temps du deuil. Il s'agit de séparer le vivant du mort, de passer de la proximité à la distance. Il y a une phrase un peu dure qui dit de tuer le mort, ou plutôt de tuer le vivant, je crois. C'est-à-dire de lui assigner une présence et une intégration dans un autre statut. Un statut d'éloignement, un statut post-mortem,
qui lui assure une autre place que celle qu'il avait dans le réel. Un habitat autre aussi. Et la fonction du cimetière entouré de murs de nos jours marque bien justement la clôture, la séparation. De même, la dalle, éventuellement, lorsqu'il y a tombe. Bon. Eh bien, toutes ces cérémonies, finalement, c'est la marque de l'altérité qui s'impose par rapport au défunt. Troisième point de mon exposé, quels traits caractérisent la ritualité et à quels besoins répond-elle? Là, il y a une série de points qui sont, pour ainsi dire, des points de passage obligés. La ritualité est toujours collective. Elle formule clairement et réactualise des expressions identitaires. Elle renforce les sentiments d'appartenance face à la perte. Elle régénère les solidarités. Elle réaffirme l'assiette culturelle ou cultuelle communautaire. En ce sens, la ritualité est réparatrice de la brèche qui est faite par l'irruption de la mort dans la société des humains. Elle marque un événement partagé par tous et elle oblige à un rassemblement. Elle recourt à des dimensions reconnues par l'ensemble des participants. En quelque sorte, elle incite aussi à un mouvement de réconciliation générale. Devant un ennemi commun, on serre les rangs. Collective, vous disais-je, maintenant, elle procède de l'obligation. Celui qui se dispense de ces rites, celui qui se dispense de ces cérémonies, se met au banc de la société à laquelle il appartient. Il transgresse un interdit. Donc, toute défection interroge et le plus souvent est condamnée également. Je vous lis une phrase. La ritualité contribue à réinstituer l'échange indispensable que suppose toute vie en commun, et même lorsque cela peut apparaître comme non partageable, le deuil, la mort. Parce que l'on ne sait pas ou peut pas s'exprimer avec des mots, on a recours au rituel. Troisième point, elle est active et concrétisée. Il ne s'agit pas seulement d'assister, mais de participer. Tous acteurs, et pas seulement spectateurs, dans la cérémonie funèbre. Le défunt est évoqué dans chacune de ces dimensions et le rite revisite tour à tour chacune des dimensions physiques, intellectuelles, spirituelles, sociales, l'ensemble des dimensions des personnes. Chacun des présents est appelé à se remémorer personnellement et à la fois universellement la place du mort et de la mort. Chacun est appelé à toucher le cercueil, s'engager dans un adieu personnel. Pour toutes ces raisons, lors d'une cérémonie funéraire, des objets signifiants sont manipulés. Des témoignages sont apportés, des symboles universels sont requis, comme l'eau, la lumière, le feu, la terre. Les éléments, en quelque sorte, sont des éléments concrets qui font entrer dans le réel aussi, quelque chose qui peut être simplement encore du virtuel. Des rôles précis sont donnés à chacun et des règles sociales sont rappelées. C'est par cette participation active, en quelque sorte, que la pérennité de la vie sur la mort est apportée et confirmée. Quatrième élément, elle tente de donner du sens. La ritualité ne donne pas forcément du sens, mais elle cherche du sens, comme je vous disais tout au début. Elle élabore un sens commun, elle construit une signification en débordant du cadre de la rationalité et en associant l'invisible. Elle ouvre des perspectives humaines à ce qui échappe à la possibilité de comprendre. Elle assigne aux morts un nouveau statut dans un autre monde que celui du rationnel et du visible. Ce sont les grands ancêtres, le ciel, le séjour de l'au-delà, le panthéon des grands hommes. On a comme ça tout un lieu comme ça dans lequel le sens peut s'élaborer. Elle redonne un sens de vivre aux survivants et elle institue un échange de mots, de gestes lancés vers l'inconnu.
elle propose en quelque sorte un sens à ce qui se passe dans l'invisible et en acceptant la part de l'invisible. Ensuite, dernier élément, elle est répétitive, cette ritualité, délimitée, codée, mais comme nous venons de le voir, elle suppose également une implication importante de la part de chacun, vivante et non pas figée. La ritualité intervient, comme je vous le disais, au moment des passages, pour marquer le passage, pour fixer, marquer des limites. Tout rituel comprend un début, un pendant, une fin, et vous savez, pour avoir tous assisté à des cérémonies au PFI, qu'il y a un ensemble de moments successifs qui ne sont jamais donnés dans le chaos ou dans le désordre, ou très rarement, ou tout au moins pour des demandes très particulières. En quelque sorte, un protocole auquel on ne saurait déroger, parce qu'encore une fois, la solennité, la magnification du défunt implique qu'on lui donne un cadre universel. Pour reprendre cet ensemble de traits dans une autre formulation, Patrick Baudry écrit « La ritualité possède 3 fonctions principales, actualiser la perte, construire le destin de l'homme décédé vers le monde des morts, obliger les survivants au remaniement nécessaire de leur relation avec celui qui n'est plus. L'enjeu de fond de la ritualité, c'est la différenciation des vivants et des morts. Donc, le rite serait le support d'un rapport obligé à l'inconnu, à l'invisible, à l'altérité, c'est-à-dire à la mort. On peut élargir, même si ce n'est pas le propos ici, on peut élargir cette pensée en précisant que le rite atteint la plénitude de sa fonction sociale quand il s'enracine dans le mythe, c'est-à-dire dans les constructions imaginaires, quand il est codifié par un dogme religieux, quand il est accompli par l'ensemble du groupe humain. Vous voyez là toutes les fonctions structurantes et apaisantes que peut apporter cet ensemble de conduite alors que la situation est éminemment nouvelle et aléatoire. Les situations d'incertitude se dépassent de cette façon. Alors, 4e point, ça va, je suis dans le temps ? Ok, mec. Alors, l'évolution des rites funéraires, un état des lieux. Donc, on pourrait très rapidement survoler l'histoire de la mort occidentale. Il y a des livres qui ont été écrits qui sont magnifiques. Je ne saurais que trop vous engager, pour ceux que ça intéresse, à aller dans la bibliothèque de Jalmalve, où nous n'avons pas moins de 920 références. Ça veut dire que si vous étiez intéressé par des recherches à ce propos, nous avons des mots-clés, nous avons des listes, etc. Bon, donc c'est une bibliothèque qui mérite d'être visitée. Et en quelque sorte, on peut parler d'un passage contemporain par rapport à l'ancien, d'une mort volubile à une mort muette. Aujourd'hui, du volubile de la mort d'autrefois à une mort maintenant, on va en voir les éléments. C'est-à-dire que entre les rituels d'autrefois et les rituels d'aujourd'hui, de la tradition à l'invention, que de chemins de traverse. Autrefois, donc, comme nous l'avons vu, en voyant les caractéristiques de cette ritualité, les traditions obligées étaient ostentatoires, publiques, sociales. Il y avait des tentes, des tentures qui étaient autour de la porte. J'ai vu circuler des corbillards avec des chevaux et des plumes sur la tête, les ports de vêtements appropriés, le glas qui informait le groupe humain du retrait d'un des siens, la lenteur du corbillard, le portage à travers les rues de la personne, la grand-messe, les obituaires, c'est-à-dire le fait de rappeler à la fin de chaque année la liste des morts, ce que nous faisons à Mort de Rue. Mort de Rue est une association qui s'occupe de la sépulture des personnes qui sont à la rue et pour lesquelles très souvent les rites risquent, s'il n'y a pas
d'environnement de se passer de façon extrêmement courte, c'est-à-dire personne... bon, alors que Mort de rue, tous les 2 ou 3 juillet, sous le kiosque du Jardin de Ville, vous réunissez les personnes qui le souhaitent et la liste des morts de l'année est prononcée, des témoignages sont apportés. Ça veut dire que ce ne sont pas des disparus, ce sont des morts. Ensuite, évidemment, la religion était autrefois le grand organisateur. Le grand organisateur, c'était un mécanisme intégrateur social qui permettait justement tout cet ensemble de rites qui était capable de penser l'impensable de la mort, qui reliait le visible et l'invisible, le connu et l'inconnu, le familier et l'étrange, le temporel et l'éternel. Aujourd'hui, eh bien, ces mêmes rites funéraires deviennent de plus en plus réduits, limités dans le temps, occultes, invisibles, incompréhensibles. Le deuil s'inscrit dans le privé, le dissimulé, le non-opportun, le solitaire. Le retour rapide à la vie sociale et professionnelle habituelle est requis. Les manifestations de tristesse, pour peu qu'elles s'expriment un peu dans la durée, sont très vite considérées comme pathologiques. Ainsi, peu à peu, les funérailles modernes procèdent parfois d'un formalisme vidé de son contenu. En quelque sorte, on pourrait dire qu'on est passé du religéré, du relié, au négligéré, négligé. Et je crois qu'il y a juste le suffixe qui change. Alors, cinquième élément, repenser, restaurer le cérémonial des rites funéraires. D'abord, pourquoi faire des propositions de retour au rituel? Quels interlocuteurs profanes, vous, les PFI, les associations, les groupes laïques ou sacrés, vous aussi, des différents cultes, et c'est en ce sens que tout à l'heure Clément rappelait que la 3e de nos réunions serait autour justement de cette question des discours des religions sur les funérailles. Donc, quel cadre, quel point de passage obligé? On peut dire que l'observation, mais encore une fois, tout ça sera corrigé par des praticiens, c'est que l'observation montre que 2 grandes options se présentent pour accompagner la mort. D'abord, le rite traditionnel, dans les fonctions que nous avons décrites au-dessus. Ensuite, le rite individuel, le rite sur mesure, le rite à la carte, élaboré dans une fonction d'authenticité, d'affirmation de soi toute personnelle. Je cite Patrick Baudry, « Ce n'est pas parce qu'on improvise comme aujourd'hui un rituel fidèle à l'image du défunt que l'on respecte la ritualité nécessaire à toute société pour prendre en compte la mort de l'un des siens et faire face à la mort humaine dans toute sa gravité et dans toute son universalité. » Donc, rite et ritualité ont ainsi été remplacés par une ritualisation faite de cérémonies à la carte. Notons que judaïsme et islam, eux, demeurent peu ouverts à ces nouvelles formes. Donc, plusieurs façons d'aborder la cérémonie funèbre, sans compter évidemment au-delà de ces 2, c'est pas l'un ou l'autre, mais comme je vous l'ai dit, par exemple pour Mort de rue, il y a toute une invention qui peut se faire autour justement de la cérémonie. Alors, expliquer un tel changement, bon, on ne va pas faire de la sociologie, on laisse les sociologues le faire, et donc on peut dire en tout cas que la société est marquée par le temps bref. Et dans le temps bref, le temps rituel peut apparaître trop lent, superflu, ennuyeux avec ses multiples développements, alors que les cérémonies alternant musique profane courte, chansons, photographies, vidéos, témoignages divers se présentent comme plus incarnées, plus diversifiées, plus attractives, j'ose pas dire plus ludiques. Donc je ne l'ai pas dit. De même, à côté de cette rétraction du temps, en quelque sorte, la part sociale, collective de l'homme du XXIe siècle, donc, se rétracte au bénéfice de sa part individualiste. Et celle-ci prend alors presque toute la place. Et ceci dans une société où la composante agnostique ou athée d'un choix individuel a remplacé la croyance commune et le culte collectif. C'est le passage de la mort de nous à la mort de je. Avec également
mais c'est un auteur qui écrit ça, au moment du romantisme, on est passé du nous au tu, et maintenant on passe au je. Bon, là, la mort d'Atala, enfin les grandes morts romantiques, c'est la mort de l'autre, en quelque sorte. En très brève conclusion, je dirais que le XXe siècle a vu la professionnalisation du besoin funéraire. L'assistant funéraire y est devenu non seulement celui qui s'occupe des choses pratiques, mais aussi l'organisateur du sens. Merci. Merci Pierre. Pénalité de 2 minutes. C'est toi qui payes le verre. Martin. Clément. Si tu veux bien prendre la parole, Martin. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Pierre. Du coup, merci à vous d'être présents. Je le fais à leur place parce qu'ils ne le feront pas. Nous sommes quand même réunis ce soir grâce à Clément et Bertrand et leur activité au sein des PFI et leur volonté de créer des rendez-vous, puisque du coup, c'est un cycle de conférences, de 3 conférences par an qu'on débute ici, avec une volonté clairement de créer un rendez-vous, un énième rendez-vous, mais qui soit l'occasion de faire dialoguer professionnels, bénévoles, chercheurs, grand public autour de ces questions-là. Donc du coup là, je le redis à ma manière, mais vraiment de vous saluer clairement sur l'initiative de ces rendez-vous-là, et que dans l'idée, ce serait de se retrouver cet automne, en 2020 et tout ça, et de continuer à travailler autour et à échanger autour de ces questions-là. Donc ça, voilà, c'était pour les remerciements. Et que, alors là, on est sur un piédestal, on est beaucoup d'hommes. Donc ça, c'était une première réflexion qu'on s'est fait en organisant justement les conférences. Et donc du coup, à la 2e et 3e conférence, effectivement, là, il y aura plus, on va dire, de parité. Donc du coup, là, c'était plutôt une volonté de notre part, clairement, aussi de s'afficher, d'afficher clairement Bertrand et Clément, qui sont les initiateurs de ces rencontres-là. Pierre Reboul nous paraissait assez évident et incontournable sur ce sujet-là, dans le contexte local, parce que l'intérêt, c'est de parler de ce qui se passe ici aussi. Et que du coup, moi, je me suis greffé dessus. Et en plus, je suis donc chercheur associé au PFI. Donc ça veut dire que je travaille aussi avec vous en tant que chercheur. On a convenu rapidement en fait, que je ne faisais que l'intermédiaire entre vos 2 interventions. Je rebondis dessus si j'ai des choses que je trouve intéressantes à dire, pas trop longtemps. Et ensuite, après, je redonne la parole à Bertrand. Éventuellement, je rebondis. Pierre aussi, évidemment, si toi, tu as des choses à redire. Et ensuite, on donne la place à la salle et on répond individuellement, collectivement. On compte sur toi pour rebondir une 2e fois tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'imagine. Alors, donc, du coup, on a préparé nos conférences, évidemment. Donc, moi, j'avais accès au discours de Pierre et de Bertrand. Volontairement, alors voilà, moi, je vais mettre plutôt un axe un peu plus socio-anthropologique, à savoir plutôt d'insister peut-être sur les recompositions vis-à-vis du rite funéraire et peut-être avoir un point de vue un peu moins péjoratif ou négatif sur les évolutions de nos rapports à la mort et de la question du rite funéraire. Donc je reprendrai un petit peu à ma sauce, mais des choses autour de ça, et après je laisserai la place à Bertrand. Donc je suis tout à fait d'accord que, effectivement, le rite funéraire, un des premiers enjeux du rite funéraire, c'est de rassembler les vivants autour du mort. Ça, c'est fondamental, anthropologiquement, effectivement, c'est la première des choses. À quoi sert un rite? Déjà à nous rassembler et à faire corps face à un événement qui nous perturbe fondamentalement, en fait, qui crée un déséquilibre parmi les vivants et qui, finalement, nous déstabilise à un tel point que la première des choses qu'on fait, c'est on se préoccupe de savoir qui est au courant et qui n'est pas au courant, et de se rassembler et de ritualiser. Donc on fait, d'une certaine manière, corps face à la personne, face à cet événement qu'on ne comprend pas. Et de cette manière-là, de se rassembler via le rite, c'est une manière aussi de signifier aux participants, aux personnes et aux membres du groupe que la communauté va survivre à la perte de l'autre immédiatement. Et c'est ce que le rite aussi funéraire signifie fondamentalement. Nous sommes fondamentalement perturbés par le décès de cette personne-là,
Mais en même temps, aussi tragique que ce soit, nous savons et nous devons continuer à vivre. D'accord ? Et qu'il y a déjà ce premier paradoxe-là, ou cette ambiguïté-là, qu'on va tous ressentir dans le rite funéraire. Je suis tout à fait d'accord en reprenant là tes termes, mais que, effectivement, aussi une des premières fonctions, c'est de distinguer les morts des vivants. Et que les anthropologues vont plutôt parler de passage. Comment est-ce qu'un rite funéraire assure le passage du mort dans le monde des morts et fait accepter, entre guillemets, aux vivants que le mort est désormais bien mort. Des psychologues vont plutôt vous insister en termes de terminologie sur le terme de séparation, en disant il faut qu'on sépare les morts des vivants. Et c'est pour ça qu'on a une multitude d'actes dans le rite funéraire, de sceller le cercueil, de le faire descendre en terre, etc., pour signifier collectivement qu'effectivement, on est en train de se séparer. Et il faut que ça s'inscrive aussi dans l'esprit, mais aussi dans les corps, clairement. Donc il faut qu'on ressente aussi cette absence-là et justement cette séparation-là. Et les sociologues vont plutôt insister sur le changement de statut, à savoir comment une société, collectivement et individuellement, fait advenir que la personne est désormais bien décédée. Elle est morte, elle n'est plus vivante. Et que ça prend du temps et des formes différentes selon les sociétés dans lesquelles on vit et sur lesquelles on travaille. Une chose sur laquelle tu as peut-être moins insisté et que je trouve intéressante là de mettre en avant, c'est la question de la mise en scène. Et que, alors je ne vais pas redire tout ce que tu as dit, mais sur la dimension de la mise en scène, on ne prend pas suffisamment compte que, effectivement, et là avec des opérateurs du monde funéraire, on est dans le monde de la mise en scène, mais pas la mise en scène, la question du théâtre, le spectacle, quelque chose de... Mais vraiment, de manière neutre, effectivement, le rite funéraire est une mise en scène. Et si vous travaillez à créer un rite funéraire, vous travaillez sur une mise en scène. Comment est-ce qu'on met en scène tous ces paradoxes, toutes ces ambiguïtés-là, pour essayer de signifier quelque chose qui nous dépasse, justement. Et les rites du patchwork, tous les rites, en fait, finalement, sont une mise en scène à laquelle les participants adhèrent ou pas. Et qu'aujourd'hui, oui, au XXIe siècle, chez nous, les opérateurs du monde funéraire sont plutôt ceux qui ordonnancent le rite funéraire, qui le préparent, qui l'organisent, etc. Mais sur la question du sens, les opérateurs du monde funéraire sont rien sans l'assistance, sans l'assemblée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si les personnes-là n'adhèrent pas à ce que vous proposez, il n'y a pas de sens au rite funéraire. Donc, du coup, ne pas confondre. Oui, les opérateurs du monde funéraire ont une place prépondérante et quasiment monopolistique, si vous voulez, et en même temps, ils dépendent de nous. Simples badauds qui participons à leur organisation et qui allons leur dire oui, non, j'aime pas, je veux ci, je veux ça, etc. Et qu'effectivement, eux sont plutôt aussi au service des familles dans ce sens-là, pour justement trouver des formes rituelles auxquelles nous, individus qui célébrons, on adhère en fait. Et donc c'est une grande responsabilité de la part des opérateurs du monde funéraire, mais effectivement, ils dépendent autant de nous que nous dépendons d'eux, d'une certaine manière. Et que ça, alors, tu as dit, toi, tout à l'heure que la religion, avant, était le grand ordonnateur des rites funéraires. Ça se discute, parce que du coup, les familles étaient celles qui géraient la veillée, géraient la toilette, le lavage, etc. Et les religions ont essayé de prendre un peu de place à ces endroits-là. Et dans un monde plutôt, on va dire, moyenâgeux, païen, et où il n'y avait que des paysans et on n'était pas en urbain, c'était plutôt les familles qui s'appropriaient tous ces rites, finalement, en fait. Ça, c'est une première distinction aussi sur la question de l'histoire vis-à-vis des rites funéraires, c'est que, là tu l'as évoqué, on a souvent tendance à penser un petit peu que c'était mieux avant, quoi. Et qu'effectivement, le cortège funèbre, tout ça, toutes les images que tu as évoquées, moi, je ne les ai pas vécues. Je ne sais pas trop si, même dans l'Assemblée, tout le monde les a vécues. D'accord ? Donc c'est un bel imaginaire de comment c'était avant. Avant, il y avait la peste, il y avait les 2 guerres mondiales, il y avait toutes les morts, etc., etc. Donc un nombre incalculable de morts laissés sur la route qui n'étaient absolument pas ritualisés. Hein. Enfin, alors,
voilà, les fosses communes, etc. Je ne vous fais pas un dessin, d'accord? Mais avant, oui, c'était la grande pompe, mais pour ceux qui avaient suffisamment d'argent pour, ok? Et il y avait une hiérarchie et une pompe clairement entre les morts et les bons morts, les mauvais morts, les morts célèbres, etc. Et donc ça a changé. Et on est dans un mode urbain. Donc effectivement, la calèche, le cortège funèbre pour chaque mort dans l'agglomération grenobloise, ce serait compliqué, en fait. Donc concrètement, on a des données démographiques et aussi de contexte. Ça ne veut pas dire que c'est, dans mon discours, c'est ni mieux ni moins bien. C'est simplement qu'on a un contexte différent pour faire avec cette histoire qui nous dépasse tous, en fait. Et qu'on bricole tous, que ça soit il y a 150 ans ou aujourd'hui, en fait. Et que la question du rite, là-dessus, et c'est le dernier point sur lequel je me distingue vis-à-vis de ton intervention, c'est qu'on a toujours du mal à penser, en fait, qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui? Auparavant, le rite funéraire traditionnel, il célébrait, et il célèbre encore chez les musulmans, les juifs ou dans des cérémonies plus orthodoxes, il célèbre le groupe et ses croyances. Il dit au groupe qu'un tel ou un tel soit mort, on est tous désolés, c'est Bertrand, Clément, moi, etc. Mais finalement, ce pourquoi nous sommes réunis, c'est pour célébrer le groupe et sa croyance, et on rappelle en quoi est-ce que le groupe croit, et on rappelle l'au-delà, en quoi on croit après la mort. Aujourd'hui, effectivement, la norme du rite, c'est plus celle-là, c'est de célébrer l'individu, puisque nous sommes une société individualiste. On peut le critiquer, hein, mais l'individu, et ce à quoi on croit tous, c'est que nous sommes des individus. Et bien ça se retrouve aussi dans le rite funéraire. Mais ça se retrouve dans le mariage. Hein. Dans le mariage, vous faites la même. Vous avez les mêmes quasiment recompositions entre, effectivement, papa, maman ne peuvent pas tout choisir de la cérémonie du mariage. Il y a les potes, il y a mes volontés, il y a ci, il y a ça. Et au nom de l'individu, au nom de je peux choisir aussi ce que je veux. Et c'est pareil dans les funérailles. Effectivement, aujourd'hui, on se reconnaissait tous dans « je célèbre un individu », nous célébrons un individu qui est d'orientation catholique, peut-être, je ne sais pas en plus, qui a fait un petit peu de catéchisme dans son enfance, mais qui croit plus vraiment, et en même temps qui, depuis 15 ans, adore le bouddhisme. Donc du coup, on met un prêtre et un moine bouddhiste au PFI. On mélange du civil, professionnel, du catholique et un peu de spiritualité bouddhiste. Et ça ne pose aucun problème, parce que c'est l'individu que l'on célèbre. Et que dans le rite funéraire, il ne faut aujourd'hui surtout pas dire des choses vis-à-vis de l'au-delà en disant « nous sommes tous d'accord, ici nous sommes réunis pour dire qu'un tel croyait dans tel type d'au-delà ». Puisque dans l'auditoire, il y a autant de personnes que de manières de se figurer et de se représenter l'au-delà. Donc vous ne pouvez plus rassembler, et là c'est ce avec quoi j'ai commencé, le rite rassemble. Des personnes comme Bertrand doivent tenter de rassembler et d'ordonnancer tout ça en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. Ils ne vont pas aller sur le terrain de la religion s'ils savent que ça va diviser. Hein. Non, non. On rassemble dans le rite. Ça ne veut pas dire qu'on oublie la religion et la question de la croyance, mais c'est qu'on ne la met pas à l'intérieur du rite. Et que ce n'est pas ça l'enjeu finalement du rite aujourd'hui. On est bon ? On est pas mal. Merci à vous. Je voudrais juste dire, lorsque nous nous réunissons tous les 4, je leur dis, il y a 3 pur sang et un vieux cheval de bataille. Et donc, vous voyez qu'au niveau également des projections mentales qu'on peut avoir, c'est aussi une représentation, c'est-à-dire que les chevaux, avec les petites plumes, je les ai vus, mais lui, il n'était pas né encore. Voilà. En quelque sorte, c'est la mort de Brassens que je raconte un peu, quoi. Merci Martin. Bertrand. Merci Martin, merci Pierre. Après des belles interventions comme ça, il n'y a pas du tout de pression, bien sûr. Ou pas.
Je vais vous apporter moi, mon témoignage en tant que professionnel du funéraire. Ça fait 12 ans que je suis entré dans ce monde assez étonnant. Tout d'abord en tant qu'agent funéraire et puis depuis 11 ans en tant que maître de cérémonie. Je dis métier étonnant parce qu'on parle de métier de la mort et finalement, moi, tout ce que j'ai découvert dans ce métier, c'est la vie. C'est toute la vie qu'on côtoie chaque jour. Alors le funéraire, ce sont des métiers exigeants, on n'a pas le droit à l'erreur, des métiers qui, en fonction des circonstances, peuvent même nous mettre en difficulté. Mais ce sont aussi des métiers qui sont attachants, tellement riches de sens pour les personnes qui font appel à nous, bien sûr, et puis pour nous aussi professionnels, car c'est une des raisons qui nous amène à un investissement personnel parfois hors norme. Alors avant de rentrer pleinement dans le vif du sujet, je voudrais d'abord faire état de l'évolution qu'ont connue nos métiers depuis surtout les débuts des années 90 et de la façon dont nous nous sommes adaptés tant bien que mal un petit peu à ces évolutions de la société face au deuil. Traditionnellement, c'est la religion donc, qui était garante du rite funéraire, de toutes les pratiques associées et de la place de chacun, du moment du décès jusqu'à la fin des obsèques, sans forcément faire état des sentiments, et en allant même jusqu'à indiquer la temporalité du deuil. Alors il y avait les paroles, tout était clair, on savait quelles paroles allaient être dites, quel code vestimentaire avoir, comment le convoi allait se passer, comment prévoir le repas qui suivait, tout était vraiment codifié. La récente baisse d'influence de la religion a mis certains proches endeuillés face à une sorte de vide par manque de références quant à l'accompagnement, à la pratique du rite. Certains sociologues d'ailleurs parlent de mort déritualisée, mais aussi manque de références par rapport à la construction de sens. En réaction, nous les familles se sont mises à attendre davantage de la part des professionnels, de l'écoute pouvant parfois aller jusqu'à la confidence. On a eu quelquefois le sentiment de faire partie du cercle proche. Il y a aussi une demande de capacité de création de cérémoniaux. Et puis, on nous demande une attention aux moindres détails, une présence renforcée à chaque étape des obsèques. Bref, une gestion des funérailles empreinte d'humanité et de soutien. En fait, en plus de la pure gestion technique de l'organisation, l'opérateur funéraire a doucement pris en charge un nouveau rôle, celui de mettre en place les conditions nécessaires à l'émergence du sens. Il devient donc par là même le gestionnaire de paramètres sentimentaux et émotionnels, une place à part auprès de ceux qui restent. En parallèle, nos métiers ont vécu une professionnalisation importante. Dès 1993, et vous voyez que la date est assez récente, les législateurs ont décidé d'encadrer rigoureusement l'exercice de la profession par la mise en place de normes techniques, de formation obligatoire, et encore récemment la création de diplômes pour les maîtres de cérémonie et les conseillers funéraires. Vous l'aurez compris, c'est donc naturellement, au cours des 2 dernières décennies, que l'opérateur est devenu petit à petit un des acteurs majeurs du rite funéraire, autant accompagnateur et facilitateur, mais aussi initiateur ou créateur quelquefois. À propos du rite funéraire, nous avons plutôt l'habitude d'une représentation qui sépare le rite religieux du rite civil. Un peu comme si l'un était empreint de spiritualité, ce que ne pourrait pas entrevoir l'autre. Dans la réalité, nous nous rendons compte qu'il ne convient pas forcément de les opposer, car ils se nourrissent mutuellement. Là où les cérémonies civiles ont reproduit un déroulement proche de celui d'obsèques catholiques, de l'autre côté, les cérémonies religieuses ont évolué en incorporant par exemple des éléments tels que les diaporamas de photos ou les prises de parole soutenues de la part des proches. J'ai l'exemple en tête d'une cérémonie dans le Vercors avec un prêtre qui d'habitude n'aurait pas... je dirais, ne serait pas écarté du rite traditionnel. Et là, pour un décès d'un jeune de 17 ans, a permis à la famille d'apporter un petit appareil pour diffuser, avec leur ordinateur, pour diffuser des photos tout le long de la cérémonie. Alors pour cette intervention, je vais volontairement centrer mon propos plutôt sur le rite civil, notamment parce que le rite religieux sera largement abordé au cours de la 3e conférence, en début d'année prochaine, mais aussi parce que nous avons un véritable enjeu en tant qu'opérateurs à améliorer ce que nous proposons en termes de cérémonies civiles, et puis que c'est aussi à travers ces célébrations que nous avons développé une réflexion plus globale, réflexion que je développerai dans un second temps. Pour être clair, parce que je parlais d'évolution tout à l'heure, ce que je vais expliquer juste après, c'est vraiment le fruit de 10 dernières années de tâtonnement, d'expérience, tout s'est fait un petit peu au fur et à mesure. Quand on parle des funérailles et du rite, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le moment de la cérémonie.
En effet, la cérémonie peut être considérée comme l'acte majeur des funérailles, celui sur lequel on va focaliser l'attention en termes de préparation, d'investissement, avec l'envie d'amorcer déjà le travail du deuil. Aujourd'hui, fort de ce vécu, nous nous apercevons que c'est l'engagement des endeuillés dans la cérémonie qui est devenu la marque de belles funérailles, de funérailles réussies. Réussies dans le sens où les retours que nous avons relèvent toutes de l'authenticité de la représentation du défunt, de ce qu'il était finalement véritablement. Alors, de notre point de vue, le rite est un ensemble de pratiques et d'actions partagées par le collectif, on l'a dit tout à l'heure, afin de donner une signification et de permettre l'hommage du défunt. Il nous a donc fallu nous questionner sur le comment, le pour qui et le pourquoi. Pour répondre à ces interrogations, il convient de penser le défunt comme un puzzle de relations individuelles et collectives, avec aussi des groupes d'appartenance. Groupes d'appartenance comme les pompiers, les motards, membres d'associations ou clubs sportifs. Chacun de ces groupes a ses codes, ses coutumes, ses références en commun. Et si nous voulons célébrer le défunt dans toute sa diversité, il va donc falloir s'attacher à décrire les différentes facettes de sa personnalité, à reconnaître l'expérience intime qu'il a eue avec chacun. En faisant cela, nous avons bifurqué des rites traditionnels inscrits culturellement dans la société, mais parfois perçus comme étant un petit peu impersonnels, vers ce que des sociologues appellent des néo-ritualités, c'est-à-dire des ritualités propres à des individus ou des collectifs. D'ailleurs, je voudrais préciser que même si ces néo-ritualités sont vraiment à l'attention d'un groupe, dans une cérémonie, il y a l'importance pour le maître de cérémonie aussi de savoir les expliciter pour l'ensemble de l'assemblée. Parce que je crois vraiment que même si on ne peut pas comprendre un rite, on peut quand même l'inclure dans sa propre expérience émotionnelle au cours de la cérémonie. Ces néo-ritualités dont je parle s'expriment de différentes manières pour nous au cours d'une cérémonie. Il y a bien sûr ce qui a trait à la parole, les textes personnels qui témoignent de l'intimité de la relation, les textes profanes pour exprimer des sentiments ou des pensées qu'on ne saurait faire au moment de la perte. Il y a la musique, qu'elle soit diffusée ou interprétée in situ. Quand je dis musique, je parle aussi des chants. Et puis il y a les photos, les vidéos, comme des marqueurs de mémoire et des instantanés de vie. Je ne voudrais pas oublier non plus les gestes, les objets, qui ont une force symbolique de représentation et d'interprétation de la relation. On a par exemple les skis de randonnée déposés sur le cercueil, les casques de pompiers, une moto déposée dans la salle à côté du cercueil, des tableaux. Et j'ai même eu, pendant toute une cérémonie, l'assemblée qui se relayait auprès du cercueil pour le peindre, parce que le défunt était artiste peintre. Et puis il y a une dernière dimension qui me paraît essentielle et qu'on aborde rarement, c'est la temporalité de la cérémonie. Nous sommes dans une société qui va toujours plus vite, qui ne permet pas l'attentisme, l'immobilisme. D'où l'importance dans nos métiers et pour les professionnels qui parfois le perçoivent comme une contrainte, de pouvoir laisser le temps, donner le temps, ce qu'on appelle un temps réparateur. Réparateur parce qu'il y a l'expression qu'on connaît tous, il faudra du temps pour que la cicatrice se referme. C'est vraiment cette idée du temps dont on a besoin. Une fois le principe des néo-ritualités appréhendé, nous pensons plus simplement parler de cérémoniaux. Et avec cet éclairage, la forme commune qu'est la cérémonie nous apparaît donc à inventer avec les plus proches. Elle est à construire à partir de l'expérience individuelle des endeuillés, et il devient alors nécessaire d'établir un véritable lien famille ou proche opérateur, se basant sur l'écoute mutuelle et la confiance. Et cela afin de répondre aux demandes, aux attentes qu'on a de plus en plus spécifiques. Et c'est à ce titre seulement alors qu'on pourra parler de cérémonie personnalisée. Depuis le début, je vous ai parlé de l'évolution sociale, puis de l'évolution du cérémonial. Mais ces mutations nous ont amenés à nos limites de fonctionnement en interne. Alors je vais vous faire un petit tour en coulisses. Ces premières réflexions nous ont amenés à reconsidérer notre organisation, nos pratiques, à ne pas nous reposer sur nos acquis et nos certitudes. Et comme je l'ai suggéré précédemment, nous avons le sentiment que la création de cérémoniaux adaptés ne doit pas être réservée seulement à la cérémonie. Récemment, nous avons participé à des groupes de réflexion et d'échange sur le cérémonial avec nos collègues des pompes funèbres publics. Et je peux vous dire que ça fourmille d'idées dans ces moments.
Et nous, ça nous rassure en tant que professionnels parce qu'on voit que l'expérience est partagée très largement au sein de la profession. En interne aussi, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était temps de casser notre image de vendeur de cercueils. Et plutôt que de simplement proposer des fournitures, nous avons la volonté de mettre en avant notre capacité à proposer des prestations et des services qui sont empreints d'humanité. À partir de ces analyses, nous avons pu étudier plusieurs pistes, et entre autres celle de repenser les obsèques dans leur globalité, les repenser comme une suite de temps pouvant comporter du cérémonial. Concrètement, il va nous falloir identifier chaque étape de l'accompagnement afin de faire émerger ce que nous appelons, nous, le parcours famille, c'est-à-dire les moments qui ponctuent le cheminement des endeuillés à nos côtés. Ce cheminement, nous l'envisageons à partir du premier contact, que ce soit un appel téléphonique ou alors un déplacement directement dans nos locaux, et ce jusqu'à la facturation. Alors il y a le temps donc de l'accueil, il y a le temps de la réception par le conseiller funéraire avec la famille pour organiser les obsèques, le temps de veille qui se passe soit au domicile, soit à la chambre funéraire, ou alors même dans un établissement de soins. Il y a le temps de la cérémonie, le temps de la crémation, de l'inhumation, et puis donc oui, même jusqu'à la facturation, parce que c'est un moment où on sent aussi qu'il y a des enjeux qui se jouent. À partir de ce travail, le but pour nous, c'est de pouvoir déterminer quel est notre rôle et quels sont les services que nous pouvons apporter en fonction de chaque situation. Par la même occasion, nous pensons aussi redéfinir nos métiers en réfléchissant à ce qui est le plus utile à chaque instant T de ce parcours. Pour compléter mon propos sur le parcours famille et mettre en avant la grande diversité des situations auxquelles on peut faire face, il faut marteler encore et encore que dans une entreprise comme la nôtre, tous les employés sont essentiels et qu'il faut les valoriser chacun dans leur domaine et leurs compétences. Les valoriser, c'est affirmer clairement leur fonction auprès des endeuillés, mais aussi le rôle sociétal que nous endossons et que nous oublions parfois. À travers l'accompagnement au changement, c'est aussi donner les moyens d'être à l'aise et compétents, surtout, dans le relationnel. Nous sommes des métiers du relationnel. En termes de recrutement, c'est aussi de savoir privilégier le savoir-être. Déjà parce que techniquement, nos métiers s'apprennent, et aussi parce que tout le monde n'est pas en mesure d'accompagner des endeuillés. Ce cheminement, c'est aussi l'occasion peut-être d'imaginer de nouveaux espaces, des lieux dédiés qui ont vocation à apporter de la sérénité, de la symbolique. Et si on pousse le raisonnement encore plus loin, c'est aussi peut-être d'apprendre à se projeter en extérieur, si cela prend tout son sens pour les proches du défunt. Pour reprendre un petit peu l'exemple des groupes d'appartenance, pourquoi pas se déplacer au milieu d'un stade, si la personne était impliquée beaucoup dans une association sportive, de se déplacer en montagne pour quelqu'un qui avait l'habitude de faire des randonnées. Finalement, pourquoi se limiter dans les lieux où nous pouvons intervenir ? Et le cadre, la limite, dans ce cas-là, serait pour nous, finalement, notre capacité opérationnelle en tant qu'opérateur funéraire. Une dernière piste. À partir du moment où nous assumons notre rôle social, alors il faut inscrire notre action dans la société. Pour cela, à la marge du parcours famille, nous sommes en train de créer et de renforcer nos liens avec les acteurs locaux, comme aujourd'hui. En amont, nous pouvons avoir un rôle de référent envers les établissements de soins, par exemple, afin d'être source de connaissances sur le funéraire, de partager nos expériences, et pour avoir fait des formations assez récemment dans le milieu hospitalier, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de similitudes entre nos métiers. Ou même aussi, simplement, de les aider à penser les procédures de départ de défunts, par exemple, dans leur projet d'établissement. En aval, après les obsèques, nous voulons vraiment réaffirmer notre volonté d'être l'intermédiaire relais vers les associations, vers les professionnels qualifiés, afin de faire connaître aux endeuillés les soutiens auxquels ils peuvent faire appel aussi, si c'est nécessaire pour eux. Et d'ailleurs, dans l'année, nous allons mettre en place une bibliothèque au centre funéraire, un petit espace dans lequel on pourra mettre à disposition des livres, des articles sur le deuil, sur le funéraire, mais aussi un petit peu de documentation des associations, vraiment pour pouvoir amener les gens vers ces pôles-là. Pour conclure, nous avons vu que le monde du funéraire est en pleine mutation et que la personnalisation en est le marqueur concernant le rite.
là où cette personnalisation aurait pu conduire à des ritualités extrêmement diverses, finalement, les opérateurs funéraires ont surtout proposé un modèle assez classique pour encadrer les sollicitations qui leur parvenaient. Mais s'il faut prendre en compte le côté rassurant et sécurisant d'un tel cadre pour les professionnels, il convient aussi de se demander comment nous mettre dans les meilleures dispositions afin d'aller plus loin dans l'individualisation de notre accompagnement, mais sans nous déstabiliser. Oui, nous sommes à un moment charnière, en pleine effervescence. Et au PFI, pour notre part, nous sommes animés par notre vision de service public, et c'est une chance. C'est pour ça que nous avons l'ambition de préparer sereinement le funéraire de demain au travers de ritualités contemporaines, mais aussi du partage de nos questionnements au plus grand nombre, encore une fois comme ce soir. Je vous remercie de votre écoute. Merci Bertrand. On a pas mal de temps, quand même, malgré tout. Martin, si tu souhaites... Super dans les temps, Bertrand, bravo. Pourtant, on avait chronométré, hein. C'était juste, mais top. Merci Bertrand. Martin, du coup... Et Pierre, si tu souhaites dire quelque chose juste après, Martin, tu pourras aussi, on a le temps. Donc, Alors, merci beaucoup Bertrand. Du coup, je crois que je vais pas dire grand-chose parce que je crois que c'était très complet et que vraiment l'intervention de Pierre et celle de Bertrand se complétaient quand même assez bien. Peut-être juste insister, mais une dernière chose, c'est alors du coup, moi ça me fait plaisir d'entendre des professionnels du monde funéraire qui réfléchissent sur leur pratique. Et ça, c'est mon réflexe de formateur et de chercheur qui, je trouve, c'est essentiel que la réflexion vienne aussi de l'interne et pas que de l'externe, et que en fait que des opérateurs du monde funéraire se posent des questions, réfléchissent à tiens, c'est marrant, on fait 15 000 rites par an, est-ce qu'on pourrait se poser la question de la structure du rite? Ce serait sympa. Donc ça, je trouve vraiment très intéressant. Ça vient pas comme ça, hein, c'est une évolution, mais que du coup, il y a toujours eu des acteurs qui se posent des questions. Là, on sent qu'au niveau, en tout cas français, national et francophone, il y a vraiment beaucoup de professionnels qui ont envie de faire des choses et de réfléchir autour de ça. Et quelque chose qu'on n'a peut-être pas insisté, là, c'est ma formation de socio-anthropologue vis-à-vis de ces questions-là. Quand même, ils ont une responsabilité vis-à-vis des humains que nous sommes, c'est que ce sont, à tous les étages, les gens qui font disparaître les corps. Donc juste de penser et de contextualiser comme ça, en disant, ok, ces gens-là, professionnels, sont payés par nous, socialement, qui acceptons de passer par eux, pour qu'ils fassent disparaître nos défunts. Voilà, vous mettez la barre très très haut, et qu'effectivement, ça commence dès le premier accueil téléphonique, tu l'as bien dit, en réquisition ou en levée de corps. Comment est-ce qu'on fait ça dans les familles, dans les EMS, enfin dans les EHPAD, dans les unités de soins, etc. Enfin, ça commence tout de suite en fait. Et à tous les étages d'une institution, des opérateurs du monde funéraire y sont. Et jusqu'à la facturation, là tu l'as bien nommé, effectivement, bah oui, il y a des questions d'argent qui se posent et qui ne sont pas forcément celles qu'on pense sur l'image des opérateurs du monde funéraire et c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'effectivement, puisque la symbolique de l'argent est très importante et que avec les morts de rue, tu le vois très bien aussi sur voilà, c'est pas forcément 1 500 € qui comptent, ça peut être 50 centimes, ça peut être un geste, ça peut être une bière, ça peut être voilà, et que on donne beaucoup et on doit beaucoup aux défunts et que les opérateurs du monde funéraire quand même sont en première ligne sur ça et que ça c'est à saluer et évidemment à accompagner aussi. Et prendre soin, ça je sais que c'est un truc qui vous est cher aussi, mais aussi intéressant de prendre soin des professionnels qui bossent dans ces métiers-là et de les accompagner. Voilà. Merci. Je rajouterai que la présence ici, aussi bien de personnes de l'unité de soins palliatifs du CHU de Grenoble que de l'équipe mobile de soins palliatifs, c'est-à-dire en amont, en quelque sorte, de la présence des PFI. Et puis,
toutes les associations ici qui représentent en aval. Je pense à Jalmalve par définition, mais je pense également à l'Aurore, je pense à Oser la présence qui sont ici, à tous les groupes tels que Écoute d'œil, tels qu'un atelier qui s'appelle Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Rappelle-moi, Fanchette, Face à la mort, où en suis-je dans ma vie? Pardon, autant pour moi. Le nul. C'est l'habitude. C'est l'habitude un peu. Jusqu'à la mort accompagnée la vie. J'ai un gage. Donc, en tout état de cause, je trouve que cette première réunion remplit complètement son objectif, c'est-à-dire de permettre comme ça notre première relation, et puis, au cours du chemin, vous aussi participez, en quelque sorte. Participer. Ça veut dire en face de vous, vous avez des gens qui vous tendent les deux mains, prenez-les aussi, et donc, à vous la balle aussi, quelque part. Merci Pierre. Je recommence avec mon temps, c'est pénible, mais j'étais un peu là aussi pour ça. Tu vas donner le micro ? Ah super, merci. De votre côté, merci. Alors, peut-être reparler de ça, c'est vrai, c'est une ouverture pour travailler avec tout le monde et tendre la main. Le temps fera les choses, et nous aussi. Merci Pierre. Je vous parlais du deuxième temps de cette conférence tout à l'heure. Vous ouvrir la parole sur le sujet et profiter de ces braves messieurs pour vous répondre. Mes collègues sont Andrea. Ah, c'est Alex. Merci Alex. Si vous souhaitez prendre la parole, vous pouvez lever la main et mes collègues vous apporteront un micro. Madame. Bonsoir. Merci. C'était vraiment intéressant. Moi, c'est un sujet auquel je commence tout juste à m'intéresser à titre personnel. Voilà, je ne fais pas partie de professionnel. J'ai entendu parler, il n'y a pas très longtemps, d'une association en Seine-et-Marne qui s'appelle Le Lendemain. C'est une association d'habitants du coin qui réalise des funérailles solidaires. C'est-à-dire que ce sont des bénévoles qui vont prendre en charge toutes les parties de la gestion du corps et de la cérémonie qu'ils ont le droit de prendre en charge en tant que non-professionnels. Voilà. Donc je ne sais pas exactement où est leur champ, quelle est leur liberté d'action là-dedans, mais je trouve ça particulièrement intéressant, cette question de la réappropriation quelque part de la mort de leurs proches. Et il y a aussi la dimension économique dedans, puisque ce sont des bénévoles et ils travaillent à un coût plus bas que des professionnels, évidemment. Et ils font ça dans un périmètre restreint autour de chez eux, parce que voilà, ils ne pourront pas faire plus loin. Et la deuxième petite chose que j'ai en tête, c'est quand vous parlez de parcours famille, ou même dans plusieurs de vos interventions, j'ai entendu le terme de famille qui a un sens, mais je pense qu'on peut parler de proches, parce que de toutes les personnes qui sont les plus présentes dans ces moments-là ne sont pas forcément issues de la famille directe, traditionnelle, telle qu'on l'entend. Voilà, merci. Merci à vous. Pour l'association. Alors moi, je pense que je peux répondre en partie sur votre première intervention. Effectivement, on voit poindre ici et là pas mal d'initiatives de cet ordre-là, en Bretagne, en Ariège, en Seine-et-Marne. Enfin, il y a beaucoup d'initiatives de cet ordre-là. Mort de rue, ça vient aussi quelque chose autour de ça. Hein, c'est de quelque chose d'inadmissible. Et finalement, en fait, c'est tous des bénévoles. En fait, c'est des travailleurs sociaux, des soignants, etc., qui sur leur temps libre, en fait, font des choses autour de ça, célèbrent, pensent la ritualité avec ces valeurs-là. Il y a aussi des coopératives funéraires qui se montent. Et du coup, il y en a une à Nantes, il y en a une à Bordeaux. Et des gens qui, avec ça, en disant il faut que la société civile se réapproprie aussi tous les gestes, en fait, la toilette, le rituel, etc., etc. Et ça, alors, sans faire l'histoire, hein, mais du coup, ça vient aussi d'un monde plus anglo-saxon et protestant,
où en fait, du coup, ça vient notamment des États-Unis, mais d'Angleterre, en Suisse aussi, en Allemagne, où en fait, il y a quelque chose de l'ordre de, même au nom du premier amendement aux États-Unis, il y a des associations qui prennent tout en charge. Aujourd'hui, en France, administrativement et légalement, vous ne pouvez pas tout faire. D'accord ? Vous avez des contraintes administratives, organisationnelles, légales, etc., qui sont très, très normées. Et du coup, aux États-Unis, des associations ont réussi à contourner au nom du besoin de se réapproprier aussi ces rites-là. Donc voilà, c'est des choses qui pointent clairement, et il y a plein d'initiatives. Si on regarde, tout d'un coup, on voit qu'en fait, il y en a pas mal, en fait. Donc ça ne me surprend pas. Et ça marque en fait un intérêt de se réapproprier ces choses-là. Et du coup, ben, voilà, les pompes funèbres en interne le font, et en externe aussi la société civile et prend ces initiatives-là. Et voilà, ça peut être aussi intelligent de faire ça de concert avec les pros. Parce qu'effectivement, oui, c'est d'autres contraintes, en fait, mais c'est pas parce que vous êtes professionnel que vous pouvez pas faire des cérémonies à bas prix ou des cérémonies correctes. Voilà, c'est des questions d'organisation, certes, mais aussi de rencontre entre les professionnels et les gens qui travaillent autour de ça. Donc peut-être pour la deuxième partie de la question. Parcours famille, j'allais te le proposer. Parcours famille. Tu as raison. Évidemment, oui, c'est vrai que quand on dit famille, c'est peut-être un raccourci qu'on a de temps en temps dans le monde des pompes funèbres. Par contre, c'est vrai que le mot parcours famille est quand même choisi dans le sens que nous, les personnes avec qui on va être en contact pour l'élaboration, entre autres, de la cérémonie, pour l'organisation, c'est quand même la famille. Famille très proche. A priori, hein, pas toujours, mais le plus souvent. Et justement, une de nos démarches, c'est de pouvoir se dire, et de pouvoir faire la démarche auprès de la famille, de leur dire, mais dans votre cérémonie, est-ce que vous avez pensé aux autres groupes ? Est-ce que vous leur avez laissé une place ? Parce que nous, en tout cas, on peut leur donner cette place. Donc voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que plusieurs fois, je parle de proches. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Proches, parce qu'on sait que ça peut être aussi important, une histoire de lien, comme tu le disais. Alors, je complète, mais ça peut être, avec cette question de personnalisation des obsèques, ça peut être un vrai problème pour les opérateurs. Hein. C'est qu'effectivement, vous avez géré avec la famille, et en fait, il y a 200 jeunes qui arrivent, c'est eux qui prennent toute la place et qu'il va falloir gérer, en fait. Jeunes ou moins jeunes, hein, ou les pompiers qui n'avaient pas prévenu puis qui arrivent et qui, tout d'un coup, prennent une place prépondérante dans le rite, alors que vous aviez plutôt organisé avec les familles, en fait. Et que ça, ça c'est des choses qui peuvent arriver et qui, a priori, en fait, sont à prendre en compte de plus en plus et à tous les étages de l'institution funéraire. Si, ça fonctionne. Allez-y. Je me pose souvent, c'est à qui appartient le mort ? Parce qu'effectivement, plus on est dans l'individualisation, or très concrètement, si j'ai bien compris, quand il y a un deuil, il y a 1 heure avec le conseiller funéraire pour décider la structure de ce qui va être retenu. Et même dans les familles, alors on a dit familles proches, mais même dans les familles, tout le monde n'est pas d'accord sur la même chose. Les enfants, ils peuvent avoir des relations très différentes avec leurs parents. Il y en a qui vont vouloir l'encenser, il y en a qui vont vouloir manger. Mais je veux dire, à qui appartient le mort ? Alors, je pense qu'on va donner à qui appartient le mort. Il y a deux façons de voir les choses. Il y a d'abord à qui appartient le mort. Non, mais c'est vrai, légalement, il va avoir une réponse. Le mort appartient à quelqu'un, en tout cas chez nous, pour organiser. On ne peut pas, dans les pompes funèbres, on ne peut pas organiser comme on le souhaite des funérailles. Mais il y a une réponse qui est plus intéressante, je trouve, après. À qui appartient le mort, c'est... Attention, on se lance dans un débat quand même. Et Martin a cette réponse, je pense. Mais c'est monsieur à qui appartient le mort. Alors non, effectivement, il y a la question légale. Hein. Du coup, là, tous les opérateurs savent bien de quoi on parle. Effectivement, anthropologiquement parlant, c'est une des questions majeures et qui nous pose tous problème. Et dans notre société, on nous fait lorgner que même le mort pourrait avoir un droit de regard sur le souvenir qu'on va garder de lui. Contrat obsèques, prévoyance. Hein, c'est moi, futur mort, je vais avoir un impact sur... en fait, non, le mort, mais comme vous n'avez pas choisi de naître, donc
le mort appartient à énormément de monde, en fait. Et c'est ça qui est déchirant dans les obsèques. C'est que du coup, effectivement, oui, on a parlé de la famille. Les amants et les amantes, ils auraient peut-être un droit à être dans les funérailles ou avoir une place. Non, mais moi, j'ai travaillé sur les jeunes et les amis. Ça peut être compliqué. Le nombre d'amis qui se voient évincés de l'organisation des funérailles, alors qu'en fait, ils revendiquent le fait de connaître mieux que les parents. C'est légitime. Et c'est comment est-ce qu'une société organise et compose et donne de la place un peu à... Mais qu'effectivement, organisationnellement, aux pompes funèbres, c'est une famille qui arrive et qui organise. Mais ce n'est surtout pas aux pompes funèbres de dire qui a la légitimité d'organiser. Absolument. Effectivement, oui, la mort appartient à énormément de personnes et c'est ça qui est déchirant, très clairement. Mais ça, c'est un fond anthropologique qui nous relie tous, hein, et qu'on ne définira jamais complètement, ni qu'on ne solutionnera pas. C'est des tensions qu'on a tous et qu'on vivra tous. Si c'est traité en amont, effectivement, dans le bureau du conseiller funéraire, c'est un petit peu plus simple pour la suite, d'ailleurs, parce que c'est une tension qui peut exister ou des questionnements qui existent et qui arrivent souvent plus au dernier moment et à gérer, n'est-ce pas Bertrand, juste en début de cérémonie. Je crois que vous connaissez ça aussi. Et c'est alors quand plus personne, en fin de compte, ne réclame le mort, quand justement le mort n'appartient plus à personne, quand on parle de mort de rue, que notre rôle de citoyen, c'est de considérer que c'est un autre citoyen et que peut-être serait-il intéressant d'être présent à ce moment-là, encore une fois, pour témoigner, au-delà de la connaissance directe. Quand était-ce? Il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui a été enterré dont personne ne connaissait rien, mais pour lequel quand même des paroles ont été prononcées, des présents étaient là, des mots ont été dits, pour témoigner en quelque sorte de notre humanité commune. Voilà, quand le mort n'appartient plus à personne. Merci. Ah, Madame Là, Lehaut. je suis là. Vous êtes là. On vous a vu. J'aurais plein de questions, mais j'en ai déjà peut-être 3. La première, c'est à un moment, il a été évoqué que on acceptait de déléguer cette disparition du mort, enfin de passer par les pompes funèbres pour qu'il disparaisse. Et en fait, dans l'expérience que j'ai eue personnellement d'un enterrement, j'ai pas eu l'impression de choix. Et dans des expériences qui se sont passées pour des amis, par exemple simplement la veille qui était possible à la maison et de refuser que les pompiers viennent prendre le corps de quelqu'un, c'est quelque chose dont on m'a informé de manière complètement fortuite et que maintenant je sais, mais c'est pas quelque chose qui est partagé. Et j'ai l'impression qu'on ne connaît pas nos droits qu'est-ce qu'on peut faire du corps du mort et comment combien de temps on peut le garder, et que par exemple les pompiers vont pas nous informer à ce moment-là pour nous dire ce qui est possible. Et je me demandais, voilà, est-ce que dans ces conférences et ces actions que vous menez, est-ce qu'il y a aussi cette part d'information vis-à-vis des familles et des proches? Ça, c'est la première question. La deuxième, elle concernerait la temporalité. Vous avez tous les trois évoqué la question de la temporalité. Et personnellement, c'est quelque chose aussi lors d'une cérémonie qui m'a énormément heurtée. J'ai l'impression qu'elle était extrêmement courte. Et heureusement, on a eu le temps d'inventer quelque chose après. Et du coup, je me posais la question de est-ce que ça c'était codifié? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui était écrit par rapport à ça? Est-ce que c'est une question d'argent? Est-ce que c'est une question de bénévolat? Voilà, je me posais cette question-là. Et la troisième, je ne sais plus qui a dit que on se rassemblait plus autour du mort pour nos croyances, mais du coup pour le mort lui-même.
Et ce qui m'est venu, c'est aussi quand on se rassemblait autour du mort, c'était aussi une manière de se rassembler autour de notre condition humaine et du fait qu'on était éphémère, et que ça nous mettait aussi en vibration, j'ai envie de dire, dans une certaine émotion qui était à la fois pour la personne, mais qui était peut-être aussi au-delà de la personne, qui ça venait nous rappeler, en tout cas, cette condition-là. Et je me posais la question s'il y avait un accompagnement par rapport à ça pour... au-delà des croyances, y trouver, j'ai envie de dire, une forme de joie. Une joie pas morbide, hein, une joie très vivante. Voilà, je me posais cette question-là. D'être ensemble. Ok. Pour la première question, Bertrand, je sentais bien. Tiens, je te passe même mon micro si tu veux. Alors pour la première question, mais surtout déjà, oui, le but de conférences comme on fait, c'est aussi d'informer, effectivement, de répandre un petit peu ce genre de connaissances, parce que nous aussi, on s'en cache pas, plus les gens seront informés, plus ils viendront chez nous en ayant déjà des bases de connaissances qui feront que voilà, le lien sera plus facile. Juste une petite correction, entre guillemets, ce n'est jamais les pompiers qui font les transports de corps, c'est forcément une entreprise de pompes funèbres. Et ça a toute son importance dans le sens que, a priori, et on va pousser encore plus là-dedans, dès que vous allez contacter une entreprise comme la nôtre, on doit avoir ce travail d'information, un minimum en tout cas, sur ce que vous pouvez faire ou ne pas faire, pour justement que le choix soit le moins aiguillé, j'allais dire, possible, le plus fait en conscience, en tout cas. Merci Bertrand. Par rapport à Martin. ça, c'était en complément, hein, mais là c'est moi qui ai utilisé peut-être le terme de socialement on délègue à des professionnels ces fonctions-là. C'est effectivement individuellement on peut se ressentir complètement dépossédé du défunt, c'est évident, ça c'est clair. Après là c'était une réflexion vraiment sociologique de ok, historiquement et sociologiquement parlant, on a tranquillement mais sûrement délégué ces fonctions-là à des professionnels, mais comme les fonctions de l'accompagnement de la maladie et de la fin de vie, hein. Ce sont des professionnels. Avant, c'était la famille. Donc socialement, on y trouve d'une certaine manière notre compte. Et donc du coup, c'est des professionnels, mais ça reste des humains. Hein. Donc du coup, on délègue ça socialement à des professionnels qu'on forme, qui ont une éthique, une déontologie, etc., que ce soit des soignants ou des opérateurs du monde funéraire en fait. Mais individuellement, évidemment qu'on peut se sentir, et souvent on se sent dépossédé. Je le rappelais tout à l'heure. Hein. Socialement, la fonction qu'on leur accorde et qu'on leur délègue, c'est de faire disparaître les corps. Donc du coup, évidemment que lors de la levée ou autre, on ressent ça violemment en fait. Et que, effectivement, là, l'objectif de ces conférences-là ou de ces temps, c'est aussi de dire, ok, dans le cadre légal, qu'est-ce qu'on peut faire? Et qu'est-ce qu'un individu, avec des professionnels, peut faire ou ne pas faire, etc. Et que ça, c'est effectivement très mal connu. Ça, c'est clair. Et c'est pas encore vraiment fait comme par les opérateurs du monde funéraire, comme un truc où ils vont diffuser les connaissances à ce sujet-là. Ça, pour l'instant, ils le font pas. Ça, c'est sûr. Il y a plein d'autres sujets comme ça où... Pierre, tu veux prendre la parole? Peut-être sur la temporalité. Alors, la temporalité, voilà, un élément de réponse, et je pense que Bertrand va vous poser la question sur une cérémonie d'un proche, c'est ça, qui était courte. C'est bien ça, votre deuxième question, et pas forcément un ressenti. Vous avez pu faire quelque chose après avec des amis. Ce qui a été bien aussi, et Martin pourra en parler de ce sujet-là aussi, le fait de vivre un rituel ou quelque chose après, comme ce qui existe avec des jeunes sur la plage. Je me souviens pendant une intervention que tu avais fait qu'ils ont pu vivre quelque chose ensemble après, et pas forcément pendant le temps de la cérémonie funéraire, j'allais dire classique, dans un centre funéraire, une église ou un autre lieu habituel. Et ça fait partie quand même. Donc cette cérémonie était courte, mais le fait de vivre des choses ensemble encore après, on continue quand même à rendre hommage et à être ensemble. Mais en ce qui concerne la cérémonie courte, c'est pas forcément un choix. C'est un peu compliqué de vous répondre comme ça sur cette question parce que c'est pas forcément une question d'argent. Je peux que prendre notre cas parce que je connais pas toutes les pompes funèbres, mais en tout cas une cérémonie où on va être débordé, où ça va durer
ça, c'est pas une cérémonie qui sera plus chère. Ça va être parce qu'il y a beaucoup d'interventions, parce que justement on aura laissé des temps à certains moments à la famille parce qu'elle souhaitait peindre sur le cercueil, faire vrombir les motos à la sortie pendant un petit moment parce que c'était un motard Harley. Enfin, ces choses-là, non, je pense pas que le temps soit défini. C'est pas une question de prix. Ça peut être aussi que la famille n'avait peut-être pas, ou les proches n'avaient peut-être pas l'intention de construire une cérémonie. On n'a pas eu la force à ce moment-là, puisque c'est très court aussi le temps entre la perte et... Alors, il y avait une cérémonie toutes les demi-heures, et il y avait une cérémonie après qui attendait, et du coup, on s'est vraiment senti poussé dehors pour la cérémonie d'après. Et ils l'ont fait à Saint-Nazaire et pas à Nantes, où c'était prévu au départ, parce qu'au départ, c'était Nantes, un quart d'heure. Nantes, un quart d'heure à Nantes. Ouh, ah oui. Ouais. Ouh. Tu veux dire quelque chose là-dessus? Alors moi, je voudrais répondre à propos de la joie, parce que ça me concerne. Oui, je crois que la deuxième question... Ça nous concerne tous. Ce que je crois, c'est que quand on sort d'une cérémonie funéraire, quelque part, la joie de vivre qui est devenue clandestine pendant le temps de la cérémonie peut réapparaître. Et c'est ça justement le rôle, de redonner du sens au vivant, de ne pas se laisser entraîner par cette orbite funèbre, tant est qu'on le puisse, bien sûr, selon le degré de proximité qu'on a avec la personne. Mais je crois que cette espèce de surinvestissement de la cérémonie permet le désinvestissement après, permet en quelque sorte une étape de sortie. Ça, je le crois vraiment fermement. Et donc, que ces cérémonies de jeunes, je crois que tu nous avais fait pour la revue, il y a 10 ans de ça, ou il y a quelques années de ça, oui mon vieux, un article à propos des célébrations par les jeunes de décès, et je crois qu'il y avait cette vitalité. Nous sommes tous des vivants. Et donc, c'est quelque chose qui nous entraîne à vivre, quoi. En complément de ce que dit Pierre, effectivement, traditionnellement, on est une société où on fait une gueule d'enterrement. Donc ça, avant que ça change, et qu'on soit dans des trucs plus festifs où... je ne sais pas si de notre vivant on va connaître ça, mais effectivement, on est porté par ça, et je trouve que Pierre a tout à fait raison que le côté solennel et avec la gueule d'enterrement qu'on a tous, en fait, ça permet aussi à d'autres endroits que le rite funéraire et la cérémonie de se lâcher, en fait, de faire d'autres choses. Et que ça, c'est un complément aussi avec l'aspect peut-être un peu plus court de la cérémonie. Un quart d'heure, une demi-heure, il y a quand même beaucoup de familles, c'est déjà énorme en termes de temps. Et qu'elles ne peuvent pas supporter plus ou elles n'ont pas envie de plus. Donc il y a ça que les opérateurs gèrent aussi. Et si on veut... Et que, en fait, ce qu'on fait dans la cérémonie, là, c'est la cérémonie officielle publique. Et que les opérateurs, quand ils savent que la cérémonie va déborder ou que la famille veut déborder, il y a pas mal d'opérateurs qui peuvent vous faire plutôt quelque chose en fin de matinée ou en fin de journée, justement pour avoir la latitude de déborder, par exemple. Et ça existe. Mais ça existe tout à fait, les exemples que vous avez cités sur le côté de un quart d'heure, une demi-heure, etc. Et ils roulent. Je peux pas ne pas dire que c'est... On ne le vit pas toujours bien quand ça arrive, mais c'est le temps. Bertrand. Non, mais tu as raison de le dire, parce que nous, on l'a vécu en tant que maître de cérémonie. On l'a vécu et aussi on est passé à autre chose, justement. Petit à petit, on s'est mis dans la tête qu'il y en avait marre d'avoir ce cadre et que si on débordait, c'est pas grave, on allait déborder et puis qu'on allait aller voir la famille suivante en leur disant qu'on s'excusait, qu'on avait débordé, mais qu'on allait faire la même chose avec eux, c'est-à-dire prendre le temps, encore une fois. Donc oui, on déborde, des fois beaucoup, des fois les journées s'allongent, mais je crois qu'on aime ça quand même, hein, quelque part. Et à partir du moment où on l'explique, vraiment on le met en mots et que foncièrement on leur dit voilà pourquoi on a débordé, parce qu'on a pris le temps et on va faire pareil, vraiment on va faire pareil et on va le faire avec du cœur et c'est en fait on arrête de regarder l'heure. Bon, voilà, ça casse un petit peu nos organisations, hein, mais c'est pas grave, on fait avec. On essaye.
Merci. Merci. Ouais. Une autre question peut-être, Oui, s'il je vous plaît. voudrais, dans la suite de la question à qui appartient le mort, je me demandais si, du fait que, par exemple, dans le monde médical, on nous demande la nomination d'une personne de confiance, est-ce que ça pourrait pas être envisageable, ce genre de choses, quand on sait quelquefois que les familles sont absolument anéanties ou n'ont pas les mêmes options que nous, est-ce que ce ne serait pas envisageable? Voilà, c'est tout, c'est une idée en l'air. Alors, la question que vous posez, voilà, c'est ça. Pourquoi faire exactement? Pourquoi faire? Parce que mon collègue s'interroge, Bertin, c'est la même chose que moi. Une personne de confiance dans vous le disiez, en soins, qui pourrait suppléer à la famille pour l'organisation des obsèques, Pour c'est ça? l'organisation des Je crois obsèques. que, pour vous répondre simplement, parce qu'on a parlé déjà un peu de ce sujet, mais s'il y a une personne de confiance qui doit accompagner la famille et prendre des décisions pour elle, ça arrive fréquemment que des gens se fassent accompagner pour les aider parce qu'ils sont déboussolés ou parce qu'ils ne sont pas en mesure simplement de prendre des décisions à ce moment-là. Et ils se font accompagner par des proches de confiance, ça peut être des amis ou de la famille, et qui les aident dans les démarches administratives et de décision aussi concernant la cérémonie et le rite. Enfin, je ne suis pas sûr pour vous répondre simplement, que ça soit officialisé, je ne suis pas sûr que ce soit une solution. Je crois que c'est assez souple pour que les gens se fassent accompagner, simplement. Non, mais on peut être, comment dire, bien sûr, il faut que la personne de confiance soit encore en vie quand... En plus, je crois que signer un document à ce moment-là pour ça, vous avez raison, Oui. ça peut être un risque. En plus, Mais il vaut mieux enfin, prendre des personnes de confiance qu'on a encore à côté. Mais c'est vrai. Bon. Merci, Clément, madame, pour votre question. Monsieur. Alors, juste... madame, un dernier élément de réponse, en fait, Martin. Puisque vous faites le lien avec la question anthropologique de à qui appartient le mort, là on délègue, mais ça pose toujours la question de cette personne, enfin, le futur mort accorde à un vivant quelque chose de l'ordre de sa confiance, alors que à qui appartient le mort, c'est au vivant en fait, au vivant au pluriel. Donc là, vous donnez une responsabilité à quelqu'un d'individuel, alors qu'en fait, la mort n'appartient à personne et à tout le monde en fait. Et que quand on annonce une mort et qu'on fait une cérémonie publique, c'est bien ça qu'on rappelle, c'est tout le monde peut venir. Et la mort concerne tout le monde et ne nous appartient pas plus ou moins parce que vous avez partagé 20 ans de ces dernières années en fait. Vous êtes tout aussi légitime que son fils qu'il n'a jamais vu depuis 40 ans. Et que du coup, on rentre dans des complexités avec cette personne de confiance qui sont assez importantes. Et je pense que c'est, à mon sens, là, en y réfléchissant un peu rapidement comme ça, c'est peut-être une fausse bonne idée ou quelque chose qui paraît un peu bien. Et en fait, je ne suis pas sûr que ça ne rende pas plus compliqué les choses. On sait ce qui est pavé de bonnes intentions. Pas plus, et ça fera l'objet de la réunion prochaine, pas plus ne peut-on privatiser les cendres. Ça veut dire qu'on ne peut pas concevoir, la loi interdit, de donner un quart à chacun des 4 enfants. La loi interdit, en quelque sorte, il y a une resocialisation du mort, et encore une fois, même ces cendres ne sont pas privatisables. Alors c'est dire du reste. Merci Pierre. Vous avez une question? Oui, moi je voudrais rebondir sur la question à qui appartient le corps. On arrive certaines fois, moi j'ai des amis autour de moi qui ont tout préparé, et c'est eux qui ont préparé leurs obsèques. Donc la famille arrive, exemple au PFI, et les obsèques sont préparées par le défunt. Donc Je vois qu'il y a beaucoup de questionnements autour de ça. C'est une vraie question. Et je voudrais rebondir aussi sur la question au niveau de la mort. On parlait tout à l'heure d'une question avec le cheval, avec le plumeau sur la tête. Moi, pour avoir vécu ça dans mon enfance, je pense que les obsèques d'auparavant étaient très traumatisantes, notamment au niveau des enfants, puisqu'on vivait ça. On n'avait pas le droit de... On était un peu mis à l'écart, mais on voyait des grosses tentures devant les maisons avec des initiales, des tas de trucs comme ça, et on veillait le mort à la maison et les enfants étaient à côté. Je pense que c'est très traumatisant. Ça nous permet d'avancer aussi dans la vie, mais aujourd'hui, je trouve que c'est super qu'on puisse faire des obsèques dignes pour quelqu'un et de le faire dans un endroit comme au PFI où on ne peut pas veiller à la maison parce que
pour les enfants, je pense que c'est très traumatisant, ou même le reste. Hein. Et là, j'arrête là, parce qu'il y avait d'autres choses qu'on voyait et qu'aujourd'hui, on ne voit plus. Je trouve que c'est très bien. Alors, qui appartient le mort, je crois que... Non, mais alors c'est pas qui appartient le mort. C'est du coup comment est-ce que, effectivement, monsieur peut s'approprier une cérémonie alors que le futur mort a tout organisé. Le contrat... Le contrat obsèque, s'il est mal fait, entre guillemets, hein, mal vraiment avec les gros guillemets, mais du coup, je crois pas. Alors, il y a d'autres gens que moi qui ont étudié ça, mais voilà, si à la limite dans le contrat obsèque on pouvait mettre ça, c'est mes désirs et on fera en fonction de ce que veulent les vivants, ce serait déjà pas mal. Parce qu'en fait, la mort est sociale, en fait. Donc du coup, si le mort prend trop de place, vous flinguez une cérémonie. Hein. Effectivement, si le... Non mais, clairement. À juste titre, là, du coup, vraiment un mort qui prend trop de place, mais comme un mort qui prend trop de place ou un mourant qui prend trop de place à domicile, ça peut être très pénible pour les familles. Et là, les unités de soins palliatifs savent très bien que la majeure partie des gens qui veulent veiller à la maison le mourant, à la dernière minute, vont avoir les unités d'unité mobile qui vont finalement accompagner à l'hôpital, finalement. Et donc, du coup, cette question-là, elle est vraiment de... Si vous avez pensé à un contrat obsèque, parlez-en en famille ou à 2 ou 3 personnes qui savent et qui peuvent juste faire la contradiction en disant, tu sais, tu as peut-être pensé aux vivants qui vont te célébrer, en fait. Est-ce que si, est-ce que ça? Et qu'effectivement, si le mort ou quelqu'un d'autre prend trop de place, là, il y a problème et ça peut être compliqué. Ça rejoint un peu le fait d'en parler. C'est ce qu'on fait aussi aujourd'hui et ce qu'on va faire nos interventions. Le fait de parler de ça, c'est vrai que... Alors, je ne vais pas tirer sur le contrat obsèque non plus, parce que c'est vrai, mais c'est... Si. Enfin, moi, je peux me permettre ça, moi. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais effectivement, ça peut être intéressant pour la personne qui le contracte pour se rassurer, mais c'est vrai que ce que dit Martin, pour les vivants qui restent, c'est pas facile non plus. Donc, en parler, ça serait, entre nous, c'est une solution aussi. Et le choc pour les enfants, rapidement, mis à l'écart avant... Aujourd'hui, il y a un vrai questionnement aussi par rapport à ça. Les enfants, dans les enterrements, je crois qu'ils ont leur place. On fait peut-être plus de place aujourd'hui. On communique peut-être plus. Je crois qu'on peut le prendre comme ça aussi sur simplement le fait qu'on est plus ouvert sur des sujets, qu'on en parle plus facilement. On voit des enfants, en tout cas aux enterrements, et leur laisser le choix. Je crois qu'en parlant avec des psychologues, leur en parler et laisser le choix, c'est bien. C'est bien. Ah oui ? Non, c'est bien. Moi, j'ai rien à rajouter. Mais je suis aussi professionnelle de l'enfance, et le pire pour un enfant, c'est le fantasme. Ne pas savoir. Prenez le micro, si vous voulez. Oui, moi je pense que le pire pour un enfant, c'est de ne pas savoir. Et ce qui a pu nous traumatiser, certains d'entre nous, quand on était enfant, face à la mort d'un proche, c'est qu'on nous a caché beaucoup de choses. Et quand on cache beaucoup de choses aux enfants, ils imaginent plein de choses. Et donc ça fait très très peur. Suivant la sensibilité et l'âge de l'enfant, c'est intéressant ce qui se passe maintenant, qu'ils aient leur place, parce qu'ils ont leur place entièrement dans la communauté des vivants. Et c'est vraiment nécessaire, je pense, pour eux d'avoir cette place-là auprès des morts. Après, ça dépend de la sensibilité de chaque famille et des adultes qui les accompagnent aussi. Mais je ne pense pas que d'être tenu à l'écart, ça soit une bonne chose pour les enfants. Voilà. Il y a des très chouettes livrets qui sont faits par des associations, comme la Société de Thanatologie qui avait écrit un livret pour ça. Et on compte s'en servir aussi, ou des ouvrages comme ça, pour justement, c'est une question difficile pour les parents ou pour les familles, en tout cas de faire participer les enfants, et c'est important de leur en parler. Et à titre personnel, je sais que ça peut être traumatisant même par la suite si on cache vraiment la mort d'un enfant. Il peut avoir un lien fort avec ses grands-parents et l'empêcher, ça peut être difficile pour lui par la suite de côtoyer la mort, ou en tout cas de la vivre plus sereinement par la suite. Et les enfants ne sont pas touchés seulement par la mort de leurs grands-parents ou de leurs parents. Les enfants sont touchés par la mort aussi de leur père, parfois, PAIRS, que ce soit de membres de leur fratrie, ou qu'ils entendent parler du fait que certains enfants puissent décéder. Et donc les enfants, ils sont dans la communauté comme tout le monde, et ils savent que la mort existe. Donc je pense que c'est... Parce que vous venez de parler spontanément, Clément, des grands-parents.
Oui, c'est vrai, souvent les enfants sont touchés éventuellement par la mort d'un proche plus âgé qu'eux, mais c'est pas toujours le cas. L'exemple le plus commun, mais malheureusement, des fois, on a des copains quand on est petit à l'école qui peut être malade, c'est vrai. Ça arrive. Clément, quand je parlais tout à l'heure justement des lieux, dans les fantasmes un peu fous, c'est de se dire aussi, pourquoi pas de se déplacer, alors à réfléchir, hein, bien sûr, c'est vraiment que des pistes, hein, mais pourquoi pas se déplacer dans les écoles, quitte à ce que ce soit des cérémonies en plus de la cérémonie publique. Enfin voilà, encore une fois, hein, nous en tant que professionnels, on est assez ouvert à toutes ces discussions, à toutes ces propositions qu'il pourrait y avoir. Parce que nous, en tant que professionnels, justement, on a une façon particulière d'aborder les choses, de les penser, et qu'on peut être aussi ressource pour ce genre de choses. Y a-t-il, mesdames, et madame là-haut, et puis peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, pardon. Pensez-vous que le mort à l'avance peut interdire à certaines personnes d'assister à ses funérailles? Donc le mort a pris plus... Ah mais moi je... Martin. Merci, madame. Alors malheureusement, il peut, puisque du coup, quand vous demandez une cérémonie dans la stricte intimité, et ça, je ne suis pas juriste, et peut-être que vous pouvez me répondre et là m'apprendre quelque chose, je sais, est-ce que c'est légal que la cérémonie puisse être privatisée ou... Oui, après, vous avez les relations avec la famille. Moi, j'ai vécu ça avec le compagnon d'une de mes nièces, qui m'a dit il n'a pas souhaité qu'on assiste. Je n'ai pas assisté, mais vraiment, j'étais frustrée, quoi. Alors, est-ce qu'on est dans la légalité? Est-ce que simplement, il arrive effectivement que des cérémonies soient demandées dans l'intimité familiale? Et c'est un souhait pour les gens d'être, et peut-être même du défunt, parfois, on ne peut pas le savoir toujours, mais qu'ils le demandent et qui souhaitent être entre eux à ce moment-là. Ça arrive effectivement. Mais est-ce que c'est légal? Simplement, je ne sais pas, sans parler de légalité, mais très clairement, pour nous, la cérémonie dans l'intimité familiale, quelqu'un rentre dans la salle, on ne lui demande pas sa carte d'identité. Enfin, vous voyez, par exemple, pas vigile. Quelqu'un arriverait, nous, et on l'a déjà dit à des familles qui nous ont dit si vous voyez arriver telle personne, c'est le cousin, on ne veut pas le voir. Excusez-nous, nous, on n'empêchera personne de rentrer en tant que professionnel. Enfin, je veux dire, c'est pas notre place. Après, il faut pouvoir accéder à des difficultés. Parfois, il n'y a pas très longtemps, un jeune homme qui était décédé et les parents ne voulaient voir personne rentrer à part les amis très proches. Et c'est le père qui est allé les voir pour leur expliquer parce qu'on pouvait difficilement comme le disait Bertrand, on ne demande pas la carte d'identité des gens. Il est difficile mais légalement, c'est une bonne question. Ce qu'on peut empêcher, si des collègues le savent, tant mieux. Mais je ne vois pas. C'est une bonne question auquel on va se renseigner mieux. Je n'ai pas la réponse légalement, je veux autant le dire. Une question, monsieur. Oui, Christian Denis du collectif Mort de rue. Nous côtoyons les gens qui vivent à la rue et qui se confrontent au problème de la mort. Certains nous disent il n'est pas question, quand je déciderai, d'avoir ma famille qui m'a jeté dehors, qui ne veut plus me voir, etc. Ils désignent un légataire universel qui a tout pouvoir d'organiser la cérémonie et pour prévenir la famille, etc. C'est possible, c'est possible. Et ça se fait. J'ai envie de dire aussi, la cérémonie, elle a quand même pour but de réconforter la famille, les amis, les gens qui sont présents. La cérémonie est essentiellement tournée vers eux, mais très rarement vers le mort. Et nous, quand on enterre quelqu'un qui est mort à la rue, où on est tout seul avec lui, là, la cérémonie est pour lui, vraiment. Elle est vraiment dirigée vers lui, parce que des fois, on ne le connaît pas du tout. On n'a pas d'informations. Voilà ce que je veux dire. Bien compris pour en avoir vécu quelques-unes avec le collectif. Merci, monsieur. C'est plus une réponse qu'une question. Bonsoir. J'ai une dernière question. Je veux revenir un peu sur le rite.
Parce qu'on parle beaucoup du rite, quel qu'il soit religieux, culturel. Et à l'heure d'aujourd'hui, la société, elle se pose beaucoup de questions. Le rite, aujourd'hui, il se confond avec la tradition, la culture, et comment elle va se présenter dans le futur. Est-ce que les gens vont respecter toujours la même idéologie ou simplement faire comme ils pensent, respecter le défunt en étant individualiste? Est-ce que les deux vont se mélanger ou pas du tout? Alors, je n'ai pas de boule de cristal quand même, mais je crois que justement, comme je l'ai dit, déjà on est en pleine évolution actuellement, et quand on dit on est à un moment charnière, c'est que justement on ne sait pas trop un petit peu comment ça va évoluer. Nous, effectivement, par exemple pour les cérémonies civiles, on a tendance à beaucoup individualiser. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? On n'a pas la réponse. Et puis je pense que voilà, l'important pour l'instant pour nous, c'est surtout de continuer à réfléchir à ça et puis d'avoir un petit peu le retour des familles, finalement, de savoir si notre accompagnement a atteint son but, finalement. Pas plus de réponses pour toi. Merci Bertrand. Alors je complète, mais en disant un peu la même chose. Du coup, alors en plus le socio-anthropologue là de faire des prévisions, c'est pas du tout son objet de recherche. Mais voilà, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a ce mouvement de personnalisation. En fait, ce mouvement de demande des familles de personnaliser les obsèques, d'avoir plus de temps si on veut plus de temps, d'avoir plus d'images, d'avoir plus de témoignages, enfin voilà, de pouvoir composer en fonction de l'image du défunt. Donc ça, c'est un mouvement qui est assez massif et qui va vraiment prendre de l'ampleur, mais notamment parce que les opérateurs du monde funéraire découvrent ça. Donc effectivement, on en parle là, mais nationalement, vous n'avez pas encore d'opérateurs funéraires qui affichent clairement aux familles en disant « Venez chez nous, on vous fait une cérémonie personnalisée, individualisée, vous faites ce que vous voulez », entre guillemets. Non, non, non. Mais à partir du moment où les opérateurs vont commencer à faire savoir aux familles qu'en fait une famille peut arriver en disant j'aimerais ça, est-ce que vous pouvez me le faire? Et que concurrence, semi-public, privé, etc., qu'en fait il y a des opérateurs qui vont dire oui, on peut faire une cérémonie dans un cinéma. Ah ok, on peut amener une moto. Ah ouais, donc progressivement ça va donner des idées et ça va se diffuser aussi culturellement. Ça peut avoir, mais les familles peuvent avoir plus de place et être plus actrices dans toutes les séquences en fait. Mais ça renvoie à faire participer la famille à fermer le cercueil, à porter le cercueil, enfin plein de choses de cet ordre-là que les familles ne s'autorisent pas, les proches ne s'autorisent pas, mais parce qu'ils savent pas qu'ils peuvent le faire en fait. Alors qu'en fait ils peuvent. Et que ça, probablement que, en tout cas dans ce mouvement-là, ça va se développer. Merci. Madame qui attend depuis un petit moment, allez-y, je vous en prie. Il y a une question qui n'a pas du tout été abordée, et alors c'est peut-être hors sujet, mais je l'aborde quand même. C'est la question en cas d'incinération, de dispersion des cendres. Parce que c'est le prochain sujet. Oui, c'est le sujet de la prochaine conférence, mais crémation. Effectivement, alors, le terme. Je fais une transition là. Alors. Non, mais c'est une très bonne transition de fin de conférence avant d'aller discuter tous ensemble. C'est pas. Alors, Madame a une question et on va vous donner le micro, mais c'est pas du tout une. Enfin, là, ça va dans le. Voilà, on peut pas tout aborder dans une rencontre, évidemment, mais la question de la crémation, elle est en deuxième position entre guillemets, mais c'est aussi parce que du coup, culturellement, en France, la crémation est très mal ritualisée, entre guillemets. C'est que du coup, on a une culture catholique qui inhumons. Donc ça, c'est bien ancré à peu près dans... Même les athées agnostiques, ils ont bien compris le schéma proposé. Par contre, sur la question de la crémation, on voit qu'il y a des initiatives intéressantes et il y a quand même beaucoup de balbutiements pour vraiment réfléchir, qu'est-ce que ça signifie de réduire le corps de cette manière-là et comment est-ce qu'on le ritualise, comment est-ce qu'on accompagne ça. Et que, voilà, pour le connaître un peu, les Germains, les Suisses, etc., sont un peu plus calés sur cette question de rituel. Et c'est pour ça qu'on l'aborde dans le deuxième temps de conférence, vraiment pour le consacrer un vrai temps. Un sujet entier, oui, donc plus de temps pour ça.
Eh oui. Oui, je voulais demander à ces messieurs des PFI, est-ce que vous proposez des personnes qui n'ont pas trop d'idées, des suggestions de rites? Enfin, est-ce que vous donnez des suggestions? Est-ce que les personnes vous demandent comment on pourrait faire? Parfois, est-ce qu'il y a ces questions-là? Pour l'instant, très peu. Je dis pour l'instant parce que justement dans nos réflexions, pour vous expliquer, pour l'instant c'est le conseiller funéraire qui va recevoir la famille une première fois pour l'organisation. Et c'est lui aussi la plupart du temps qui va recueillir ce que nous on appelle le déroulement de la cérémonie, c'est-à-dire une ébauche, un espèce de cadre qui est déjà pré-rempli. On va juste, la famille va remplir quelques champs pour mettre en place la cérémonie, les interventions, les musiques. Et donc, à aucun moment, il y a un maître de cérémonie qui va prendre le temps avec la famille pour mettre en place la cérémonie. On pense très fort avec Clément que si on veut vraiment améliorer notre accompagnement, c'est le travail d'un maître de cérémonie de recevoir la famille, de prendre 1 heure, comme la famille prépare pendant 1 heure et demie des fois avec les officiants catholiques, on l'a connu par exemple. En tout cas, d'avoir ce temps d'échange et limite de partir d'une feuille blanche. Moi, je dis toujours, on part d'une feuille blanche, on prend le temps de discuter avec la famille, de savoir qui ils sont, avec la famille ou les proches, parce qu'autrement, je vais me faire reprendre. Et voilà, d'avoir vraiment un temps d'échange assez libre en disant, ben voilà, vous êtes qui était le défunt ou la défunte, comment vous voulez qu'on célèbre? Et ça, pour l'instant, clairement, on n'est pas capable de le faire, mais on va tout faire pour, le plus rapidement possible, le mettre en place. Pas la peine. Je vous en prie. Je sais pas. Je sais pas si vous aviez fini, excusez-moi. Si. Alors moi, je suis Anne Sublet, je suis présidente de l'association Jeannette en Pierre Vivante, association de parents endeuillés par la mort d'un enfant ou de frères et sœurs endeuillés par la mort d'un frère ou d'une sœur. Et je voulais juste vous remercier de la collaboration, enfin du dialogue que nous avons en tant qu'association avec vous, les professionnels des PFI. Au sein de notre association, ça a permis beaucoup de débats, beaucoup de questions. Le fait qu'on soit présent ici, plusieurs, c'est vraiment très intéressant. Et en mon nom personnel, mais je pense en nom de tous nos adhérents, vraiment, je vous remercie de la démarche dans laquelle vous vous inscrivez. Pour répondre à la dernière question de la dame, mon accueil personnel au PFI a été très très professionnel. Vous avez parlé, Monsieur Ferragu, d'humanité et d'un travail qui vous relie à la vie. Moi, c'est ce que j'ai eu en face de moi. J'ai eu des professionnels qui étaient à l'écoute et qui étaient dans une très très grande humanité au moment où j'ai perdu mon fils. On est plusieurs parents ont témoigné de ça aussi. Et franchement, au nom de notre association, on vous remercie d'initier ces conférences, mais aussi du dialogue et du partenariat que nous avons avec vous. Merci beaucoup. Merci. Non, une question. Bonsoir, non, je vais faire vite. Moi, je suis infirmière à l'unité de soins palliatifs au CHU. Et moi aussi, je voulais vous remercier de ces échanges. Ça nous permet effectivement de probablement pouvoir créer plus de liens. Parce que c'est vrai que quand on se voit, c'est toujours dans des conditions un peu rapides, compliquées. Et voilà, c'est très intéressant. Vous êtes tous très intéressants. Et merci. Merci. Puisqu'on est au moment des merci, moi je voulais vous remercier, monsieur. Parce que vous disiez que quand vous accompagnez une personne qui était morte seule, vous faisiez la cérémonie pour lui. Mais vous la faites pour nous tous et pour notre humanité. Parce que savoir qu'un humain est seul, ça nous déshumanise totalement. Alors moi je vous remercie du fond du cœur et merci beaucoup. Okay, c'est vrai que pour les avoir vus, pour nous, c'est très difficile en tant que professionnels d'accompagner une personne
seul, sans personne, quand il n'y a que des professionnels autour, et je tiens à dire professionnels parce qu'on ne connaît pas la personne vraiment. Et depuis qu'il y a ce collectif, Mort de rue, ça change des choses quand même. Quand on arrive au cimetière, c'est vraiment important. Donc merci à eux. Écoutez, juste, il y a une dernière chose, Bertrand ? Déjà, nous dire qu'on est très touchés de vos remerciements et vraiment de vous redire que on a, comme le disait Martin, on a les bras grands ouverts, c'est-à-dire que vraiment, voilà, il y a ces conférences, mais ouais, Nicole, mais vraiment, vous pouvez nous contacter. On est à votre écoute et c'est pas juste pour se faire plaisir qu'on dit ça, hein, c'est vraiment important, donc n'hésitez pas. Alors, on la diffusera et je l'ai dit en début de conférence, on a laissé une feuille en sortant sur la table des associations. Vous pouvez laisser déjà votre adresse mail, ou votre adresse si vous n'avez pas d'adresse mail avec votre nom. On vous fera parvenir directement. Ensuite, on fera un petit peu de communication. On ne va pas forcément beaucoup communiquer là-dessus, mais on passera par les mêmes canaux qu'aujourd'hui, par les associations, par les établissements de soins, par les mairies, voilà, le plus qu'on peut, le faire relayer. Et ici, pour ceux qui sont intéressés en direct ici, laissez votre nom sur cette feuille à la sortie, on vous enverra un mail. Bertrand a raison, les bras ouverts, c'est sûr, ça se fera avec du temps, avec de l'énergie et puis de la volonté, voilà. Et on continuera comme ça à construire les choses petit à petit. Je crois qu'on va, si ça vous convient, nous diriger vers le patio du musée pour échanger, peut-être comme je vous le disais, moins formellement, quelques instants, en buvant un verre. Merci à tous de votre présence. Merci.